Alors peut-être pour faire la transition avec votre voisin Éric Guillardi, vous allez ce soir faire preuve de pédagogie autour de notions qui sont beaucoup discutées dans nos vies, dans les médias, mais peut-être pas forcément de la bonne manière. Vous avez peut-être des précisions à nous apporter sur tout cela. Peut-être juste avant une réaction, Éric Guillardi, sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous connaissez tout ça? Là encore, vous êtes, je rappelle, climatologue et océanographe. Est-ce que vous avez besoin de connaître toute cette partie-là de notre histoire pour pouvoir étudier le présent? Bah oui, c'est essentiel. Alors même si j'ai beaucoup appris, parce que moi je ne suis pas paléoclimatologue, j'ai des collègues qui sont paléoclimatologues, qui étudient les climats du passé. Et en fait, on a absolument, je donnerai quelques illustrations, on a absolument besoin de connaître les climats du passé pour pouvoir déjà comprendre comment notre climat actuel, ou comment on en est arrivé là, et comment il pourrait changer. Donc oui, je sais que de nombreux collègues travaillent, les paléoclimatologues, avec les collègues de Sylvie, pour mieux situer les espèces dans le climat, les changements climatiques qu'il y a eu. Donc c'est des recherches qui sont essentielles pour comprendre le présent et les avenirs possibles. Alors vous nous parlez de collègues paléoclimatologues. Vous êtes climatologue et océanographe. Là encore, c'est vraiment deux casquettes complètement distinctes, ou alors c'est un sujet d'étude global? En fait, bon, comme vous allez le voir, et comme vous le savez sans doute, le climat recoupe, les études climatiques recoupent de très nombreuses sciences qui se sont développées un peu indépendamment avec l'histoire de la science. Il y avait les atmosphériciens, les océanographes, les glaciologues, les biologistes, les chimistes de l'atmosphère. Et depuis quelques dizaines d'années, en fait, toutes ces spécialités se sont mises à travailler ensemble autour de l'objet climatique. Donc, c'est pour ça qu'en général, on précise. Mais bon, ça tend à disparaître. Là, j'ai mis océanographe et climatologue parce que je vais parler un peu plus d'océan, peut-être pour faire aussi dans la lignée de ce que Sylvie nous a présenté. Mais voilà, de plus en plus, on se présente comme climatologue. Mais c'est vrai qu'on arrive chacun avec une spécialité un peu différente, même si on acquiert peu à peu une vision d'ensemble du climat. Et donc ce soir, vous avez préparé une petite présentation avec un titre, je ne sais pas s'il est un peu provocateur ou oui, si c'est... on va le dire en tout cas, la crise climatique, vous nous en parlez comme d'une opportunité unique. Oui, alors, donc moi aussi je vais me mettre par là. Donc effectivement, bon, d'abord, merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir de quitter le laboratoire et de venir échanger avec vous. Donc, moi j'espère qu'on aura vraiment un échange à la fin, parce que aussi bien Sylvie que moi-même, on sait ce qu'on présente. Par contre, l'interaction avec vous, on ne la sait pas, et c'est toujours un grand plaisir. Donc voilà, je m'adresse à notre animateur, j'y crois, qui a prévu un temps d'échange. Alors, effectivement, le mot crise, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en japonais ou en chinois, le mot crise, qui se prononce weiji, pour ceux peut-être certains d'entre vous qui parlent chinois, en fait, c'est à la fois le danger, mais aussi l'opportunité. Et les deux sont intrinsèquement liés dans ces cultures asiatiques. Chez nous, pas du tout. Le mot crise, qui vient du grec décision, réfléchir et prendre une décision, n'a pas cette connotation opportunité. Or, c'est culturel. Et donc là aussi, quand on va parler de ce qu'on peut faire, il y a des façons de voir le monde, j'en reparlerai tout à l'heure, où ça peut nous aider. Donc commencer par souvent, j'avais entendu une conférence très intéressante d'une philosophe, Mireille Delmas-Marty, qui avait carrément, son titre, c'était « Le changement climatique, une chance pour l'humanité ». Et effectivement, j'espère vous emmener jusque-là. Alors, je vais commencer avec ma casquette de climatologue, et à un moment, et je vous dirai quand, ça va devenir la casquette du citoyen, et pour lancer la discussion. Alors, j'aime bien commencer par cette photo qui a été prise par les astronautes d'Apollo 8, qui, pour la première fois, quittaient la Terre en route vers la Lune. Et cette photo, je vois pas beaucoup de cheveux un peu plus blancs que la moyenne, mais ça a créé, donc 1968, une émotion énorme, puisque c'était la première fois qu'on voyait l'ensemble de notre planète de loin. Ça a été vraiment notre maison. Et alors, c'est souvent, cette bille bleue est souvent présentée quand on parle de la Terre, du climat, comme quelque chose de symbolique de notre Terre, mais je reviendrai, est-ce que c'est forcément la meilleure image de notre Terre et du climat? Ceci dit, on a réalisé d'abord qu'il y avait l'atmosphère et les continents dans lesquels on vit, qu'on connaît bien, mais il y avait aussi l'océan. L'océan, et je vais vous l'illustrer, qui est la mémoire du climat, mais qui est aussi un gardien des équilibres et aussi un acteur des variations lentes. L'océan joue un rôle majeur dans le climat, dans les changements climatiques.
Alors évidemment, on en a déjà parlé avec Sylvie, hein, il y a une pression anthropique liée à l'homme qui va être des pollutions, mais aussi de la surexploitation d'espèces et le réchauffement du climat. Et tout ça, ça a des impacts. Ça a des impacts sur la biodiversité, hein, on a une très belle illustration à l'instant, sur le rôle climatique que joue l'océan, mais aussi les continents ou même l'atmosphère. Les services qui nous rendent, alors cette vision service peut sembler un peu utilitariste, mais quand même notre société, les progrès extraordinaires dans lesquels on est à la pointe de ça, sont basés sur les nombreux services que nous rendent la nature, on va dire, hein, même si ce terme, effectivement, bon, disons le système climatique, mais aussi culturel, hein, les valeurs qu'on a, le plaisir de marcher en forêt, de nager dans l'océan, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très liées. Alors, évidemment, pourquoi est-ce qu'on a parfois citadin, on oublie un peu. Alors, par exemple, en ce qui concerne l'océan, on a souvent on peut avoir une relation ambivalente. D'un côté, l'océan, il fait peur. Il y a ces monstres marins sur les ouvrages du 19e siècle, ou alors des films catastrophes, où on voit des créatures qui avaient lieu, alors je ne sais pas combien de millions d'années en arrière, qui reviendraient aujourd'hui. Voilà. Donc il y a cette espèce de frayeur, d'angoisse, surtout que nos collègues biologistes nous disent qu'il y aurait encore 1 million d'espèces non connues dans l'océan. C'est incroyable. Donc c'est vraiment voilà, une espèce un monde inconnu, mais en même temps, il y a ces plages paradisiaques, il y a le fait qu'on a envie de vivre au bord de la mer. 40% de la population mondiale vit à moins de quelques dizaines de kilomètres de la mer. Donc on a un attachement fort. Hein. Donc cette relation ambivalente, elle est sans doute assez culturelle chez nous, puisqu'il y a des populations, et ça a été dit tout à l'heure par Sylvie, dans lesquelles il n'y avait pas cette relation ambivalente, où il y avait une symbiose complète, où la nature faisait partie de la culture et inversement. Alors ici, ça c'est les Polynésiens qui traversaient des distances immenses sans instruments, qui avaient une connaissance intime du Pacifique tropical, ce qu'aujourd'hui on retrouve peu à peu par des instruments, par une approche très occidentale de connaître tout ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors, on a tous une relation un peu spéciale avec l'océan, la forêt. J'ai mis ça pour commencer à parler un peu de moi, puisque j'ai appris en tant que scientifique qu'il ne faut pas se cacher derrière sa casquette de scientifique, mais aussi parler de soi. Donc ça, c'était le bateau de mon grand-père, avec lequel j'ai commencé à connaître l'océan, à aller pêcher. J'ai eu la chance de continuer ça ensuite, à faire des voyages au long cours en voilier, et puis maintenant, bien sûr, en tant qu'océanographe, des bateaux un peu plus gros, où on va donc arpenter, explorer la mer, la mesurer sous toutes les coutures. Alors, donc, bon, c'est la question je vous remercie de l'invitation, et pourquoi je viens là? Et pour moi, c'est important de dire, c'est vrai que normalement, je devrais être dans mon laboratoire à faire avancer la connaissance. Pourquoi, en tant que scientifique, je prends le temps de venir, et est-ce que j'aurai un agenda caché, quelque chose un message à vous faire passer? Donc pour moi, c'est important de dire pourquoi je suis là. Alors d'abord parce que faire partager une passion, hein, comme Sylvie l'a fait, c'est fascinant de comprendre comment ça marche, et donc de partager ça, c'est toujours un plaisir. Mais aussi, et ça motive beaucoup d'entre nous, clairement, le changement climatique, c'est un enjeu majeur de société. Et en tant que scientifique, on a un rôle, mais voilà, lequel est-il? Et ça fait partie du débat. Il y a différentes opinions, là, hein, ou différentes vues parmi mes collègues ou entre nous. En tout cas, d'échanger sur qu'est-ce qu'on sait, quels sont les risques et que faire. Hein, quelles opportunités, donc ce mot opportunité est vraiment important. Voilà, donc la raison pour laquelle je suis là. Et puis voilà, je me dis, c'est vrai qu'on prend des risques là, hein, et peut-être de réduire le malheur humain dans les dizaines d'années qui viennent. On a tous un rôle à jouer. Donc moi, c'est ce qui me motive de venir ce soir devant vous. Alors, le climat, comment ça marche? Commençons par, si je vais faire mon bout leçon aussi, hein, puisque c'est le thème de la soirée. Alors, imaginez que j'amène une sphère de 1 mètre qui représente la Terre, là, que je pose devant vous. J'en fais une section. Donc ici, vous avez l'axe de rotation de la Terre. Ici, vous avez l'équateur. Ça, c'est l'océan, l'atmosphère. Ça, c'est la croûte terrestre. Alors, et le centre, alors c'est extrêmement schématisé. Hein. D'ailleurs, je vais vous poser une petite colle. Si je pose cette sphère de 1 mètre devant vous, à votre avis, l'épaisseur combinée de l'océan et de l'atmosphère, c'est combien? En millimètres, centimètres, mètres? Qui veut se lancer? Hein, donc, c'est à l'échelle, oui. Alors, moins d'1 millimètre ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Tout le monde est d'accord avec ça? Ou il y a d'autres visions? 8 mm à ma droite, qui dit mieux? Non? Bon. Alors effectivement, c'est de l'ordre du millimètre. Donc en fait, on voit bien que
même si on le représente comme ça, on se dit, oh là là, c'est énorme par rapport à nous, mais à l'échelle de la planète, c'est très fin. Et donc le perturber, ça va être, les deux, ça va être possible. Hein, alors la source d'énergie du système, vous la connaissez, voilà le Soleil qui apparaît là. Alors évidemment, ce n'est pas l'échelle non plus, hein, 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Et vous voyez que les rayons du Soleil qui arrivent près de l'équateur, ils se répartissent sur une surface plus petite que les rayons du Soleil qui arrivent aux plus hautes latitudes, parce que la Terre est sphérique et ronde. D'accord ? Par contre, l'énergie qui, elle, s'échappe de la Terre, hein, tout corps chauffé réémet de l'énergie, ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge, lui est à peu près constant. On va voir pourquoi dans une minute. Donc du coup, si on fait un bilan, donc ici vous avez la quantité d'énergie soit reçue, soit perdue par la Terre en fonction de la latitude. Donc le rayonnement solaire maximum à l'équateur, presque zéro au pôle. Hein. Vous savez que 6 mois par an au pôle, il n'y a pas de soleil, hein, donc il y a très peu. Ce qui est perdu est à peu près constant, ce qui fait que si on fait un bilan, on a un gain dans les régions tropicales et on a une perte aux plus hautes latitudes. Alors s'il ne se passait rien, eh ben, ça chaufferait dans les tropiques et ça refroidirait aux plus hautes latitudes. Ce n'est pas le cas parce que l'effet combiné de la circulation de l'océan et de l'atmosphère, c'est de transporter cet excès d'énergie des zones tropicales vers les plus hautes latitudes. Donc ça, c'est vraiment la base de la machine climatique, hein, c'est de répartir, et ce qui fait que donc, la température est à peu près constante, même on sait qu'il fait plus chaud à l'équateur et plus froid au pôle par rapport à nous. Mais s'il n'y avait pas ce transport, ça serait assez différent. Donc ça, c'est la base du système climatique. Alors, peut-être beaucoup d'entre vous ont appris le climat, les zones climatiques à l'école, en géographie, avec des zones un peu fixes. Donc souvent, on peut avoir une vision un peu figée du climat, des zones climatiques. Or, et ça c'est vraiment la recherche des dernières décennies, montre que la planète elle est extrêmement dynamique. Il y a des flux, il y a des cycles, il y a des échanges. Ici, vous avez une animation de la couleur, soit de l'océan, soit des continents. Alors vous voyez la couverture de neige qui évolue saisonnièrement, les forêts, les plantations qui évoluent sur les continents. Dans l'océan, c'est le phytoplancton qui est principalement qui cause des changements de couleur de la mer. Alors c'est des couleurs artificielles. Hein. Là, quand c'est rouge, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc il y a des blooms de phytoplancton, des blooms de vie. Le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire. Vous voyez par contre les zones de l'océan qui sont pauvres, les subtropiques où il y a assez peu de poissons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une vision, gardez en tête cette vision extrêmement dynamique de très nombreux flux qui échangent entre l'océan, l'atmosphère, la vie dans l'océan, la vie sur les continents, la chimie dans l'atmosphère, etc. Ça bouge dans tous les sens. C'est un système complexe qu'on comprend de mieux en mieux, mais le climat, ce n'est pas quelque chose de figé. Ça bouge tout le temps dans tous les sens. Alors, maintenant, j'en arrive au réchauffement du climat lui-même. Donc ça, c'est la température globale de la Terre à partir de 1880 jusqu'à aujourd'hui. Donc chaque carré est une valeur. Alors ici, on a enlevé la moyenne je crois que c'est de 1950 à 1970, une trentaine d'années, pour voir l'anomalie. Et donc aujourd'hui, on en est à un réchauffement qui atteint 1 degré. Vous avez sûrement peut-être entendu parler de ce chiffre. On a 1 degré de réchauffement. Voilà, alors suivant les années, 1 degré 1 ou 0,9, ça varie un peu. La courbe rouge, c'est une moyenne glissante sur une dizaine d'années. Donc ce qu'on voit sur cette courbe, c'est des variations déjà d'une année sur l'autre, des variations à l'échelle décennale, et puis cette augmentation ici quasi continue à la fin des années 70, des années 60, qui se détecte au niveau global. Donc ça va être le réchauffement climatique dont on parle. Alors pourquoi est-ce qu'on commence en 1880 sur ce graphe? C'est parce que c'est le moment où on commence à avoir suffisamment de thermomètres fiables sur la surface de la planète pour que ce chiffre ait un sens. On peut repartir dans le passé justement avec des indicateurs, et je vous en montrerai quelques-uns, mais on n'arrive plus à l'avoir au niveau global. Alors, pour mener l'enquête, climatologue, il a fallu qu'on comprenne ce qui fait varier le climat, quelles sont les sources de variation du climat pour pouvoir détecter un changement qui se redit à autre chose que des sources qu'on connaît. Donc pour ça, on réfléchit à quelles sont les sources de variation du climat. Alors, il y a deux types de sources, les sources externes, je vous en montrerai quelques-unes, et les sources internes dont je vous parlerai après. Alors les sources externes, bien sûr, il y a le soleil. Évidemment, suivant l'activité solaire,
le nombre de tâches solaires. Alors, celle qu'on connaît le mieux, c'est les saisons, hein, la distance Terre-Soleil et l'inclinaison de l'axe de rotation. Mais aussi, il y a des cycles de tâches solaires tous les 11 ans, où il y a des périodes où il y a moins de tâches solaires, etc. Donc ça va changer la quantité de rayonnement qu'il y a sur la Terre. Ça va faire des petites variations du climat. Autre source, et Sylvie en a déjà parlé, c'est les éruptions volcaniques, hein, qui vont modifier le climat, on verra comment. Et la dernière, c'est les fameux gaz à effet de serre, hein, dont le dioxyde de carbone, CO2, dont on entend beaucoup parler, mais il y a aussi le méthane, hein, il y en a d'autres. Pardon? Vous m'entendez pas? Ah, d'accord, pardon. Oui, moi, je m'entends très fort, donc... voilà. Donc, alors, comment ça marche? Revenons à mon petit diagramme. Là, j'ai mis un volcan. Donc, un volcan qui envoie de la lave, ça fait des éruptions, et ça envoie des particules soufrées pour la plupart dans la haute atmosphère. C'est les grosses éruptions volcaniques, hein, pas celles par exemple qui avaient gêné le trafic aérien en Islande, hein, vous vous souvenez il y a quelques années. Celle-là a assez peu d'impact au niveau global. C'est par exemple l'éruption du Pinatubo en 91 qui envoie une quantité donc des millions de tonnes de particules soufrées, et ces particules soufrées, elles vont s'apartir. Alors, en général, je pose la question, à votre avis, une éruption volcanique, ça refroidit ou ça réchauffe le climat? Alors, quand on est face à une classe, il y a 20 mains qui se lèvent en disant « Monsieur, monsieur, ça réchauffe le climat, hein, parce que c'est chaud un volcan, et c'est de la lave ». Mais en fait, non, ça refroidit. Pourquoi? Parce que donc on envoie des particules dans la haute atmosphère qui font parasol, et ça refroidit. Et ça peut refroidir jusqu'à 0,5 degrés globalement. Donc c'est assez important pendant 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, suivant l'intensité de la... Pardon, faut que j'arrête de bouger mon bras et que je parle près du micro. Pardon. Voilà, donc c'est un refroidissement. Les gaz à effet de serre, eux, ils fonctionnent de la façon suivante. Vous savez que l'atmosphère est à peu près transparente, hein, pas complètement. Donc les rayonnements du soleil qui arrivent, là, ces pointillés jaunes, arrivent sur la surface. Ça chauffe la surface. Et la surface, à la fois de l'océan et des continents, réémet de la chaleur vers le haut. Et cette chaleur, elle a un rayonnement différent, c'est des ondes de rayonnement infrarouge, hein, des ondes plus courtes, et donc, des ondes plus longues. Et donc, cette fois-ci, les molécules de gaz à effet de serre vont attraper cette chaleur et la renvoyer vers le sol. Donc là, l'atmosphère n'est plus transparente, et plus il y a de gaz à effet de serre, plus on va renvoyer de chaleur proche du sol. Donc, en fait, les gaz à effet de serre réchauffent, hein, la surface, refroidissent la haute atmosphère. Et on peut comparer ça à une couverture. Vous êtes dans une pièce froide, vous mettez une couverture sur vous, la chaleur de votre corps, la couverture vous la renvoie. Donc en fait, l'atmosphère, par ces gaz à effet de serre, c'est une forme de couverture, alors un peu spéciale, elle est transparente. Donc là, on comprend tout de suite, très simplement, que si on augmente la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on augmente l'épaisseur de la couverture, donc en dessous, on a plus chaud. Donc ça, c'est une physique qui est connue depuis la fin du 19e siècle. Donc ces gaz à effet de serre vont avoir un impact majeur sur le climat, hein, et c'est l'impact principal des modifications se fait par ces gaz à effet de serre. Les éruptions volcaniques aussi, hein, si on a de nombreuses. Alors, c'est-à-dire sans gaz à effet de serre, la température de la Terre ne serait pas de 15 degrés en moyenne. Alors aujourd'hui 15 degrés, 14 degrés en 1850, mais de moins 18. Donc heureusement qu'on a des gaz à effet de serre, hein, autour de la Terre. Et des planètes qui n'ont pas d'atmosphère ont des variations de température qui ne permettent pas le développement de la vie telle qu'on la connaît chez nous. Alors, ça, c'était les sources de variation externes. Il y a aussi des sources de variation internes qui vont être un peu l'équivalent climatique de ce qui se passe dans la météorologie. Vous savez qu'en météorologie, donc le temps qu'il fait, ça alterne entre une dépression qui passe et puis un anticyclone, et ça peut sembler un peu chaotique. Voilà. Donc ça, c'est des variations internes. Même si pendant une saison, la température moyenne augmente, il peut y avoir des périodes chaudes, des périodes froides autour. Hein, c'est des variations internes. Donc là, un exemple de variation interne, c'est le phénomène El Niño, qui est lieu dans le Pacifique tropical. Là, vous reconnaissez l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc c'est un réchauffement qui a lieu tous les quelques années dans le Pacifique tropical. Donc ici, vous avez l'anomalie de température dans cette région ici. Et on voit que certaines années, 82, 83, 87, 98 et plus récemment 2015, 2016, on a des anomalies extrêmement importantes qui vont jusqu'à 3 degrés, hein, ce qui est beaucoup pour cette grande région de l'océan. Alors le Pacifique, c'est la moitié de la surface de la planète. Les tropiques, c'est la moitié de la surface de la planète. Donc vous prenez la moitié de la moitié, ça fait un quart. Donc quand il y a El Niño, ça impacte un quart de la surface de la planète. Et c'est pour ça qu'on retrouve
dans la température globale. Vous voyez, ces carrés qui sont au-dessus de la moyenne, c'est des événements El Niño extrêmes. Et alors, il y a la petite sœur d'El Niño qui s'appelle la Niña. On va voir des années plus froides. Alors, ici, en 91, le refroidissement, c'est l'éruption du Pinatubo, hein, de quelques dixièmes de degrés. Donc ça nous permet de comprendre comment le climat varie et de pouvoir savoir quand est-ce qu'on a à quoi sont dus les changements. Hein, c'est ça, cette enquête qu'on a menée qui, il y a à peu près 40 ans maintenant, on s'est rendu compte que ce réchauffement, en fait, il pouvait pas s'expliquer autrement que par l'activité humaine. Alors, il y a de nombreux indices qui nous ont amenés à ça. Alors oui, avant d'aller sur les mécanismes, vous avez vu que on est parti dans l'histoire très lointaine de la Terre et les climats, ils varient depuis des milliards d'années. Alors, vous allez me dire, 150 ans, c'est un peu court pour juste dire un degré, est-ce que ce degré il est exceptionnel ou pas. Donc, on peut repartir dans le passé. Et pour ça, on va faire un voyage, on va partir en Antarctique. Pourquoi en Antarctique? L'Antarctique, c'est l'endroit où il pleut, enfin il neige quelques centimètres par an. Cette neige, elle s'accumule sous forme de glace, et de quelques millimètres chaque année de forme de glace. Et il y a des régions de l'Antarctique, ces dômes, où on a jusqu'à 3000, 3500 mètres d'épaisseur de glace qui s'est accumulée au cours du temps. Et donc, une des grandes révolutions de la climatologie de ces dernières décennies, c'est de faire une expédition, aller dans ces régions-là et de récupérer ce qu'on appelle des carottes de glace. Donc il faut emmener toute une expédition, mettre un carottier en place. Des carottes, ça fait à peu près 10 cm de diamètre. Et on les ramène dans nos laboratoires. Donc, il y en a, donc la France a été pionnière dans ce domaine. Nos collègues Jean Jouzel, Valérie Masson, que vous connaissez peut-être, ont vraiment développé cette activité dans le monde. Et pourquoi elles sont intéressantes, ces carottes? Quand la neige se transforme en glace, elle piège des bulles d'air. Et ces bulles d'air sont des témoins de l'atmosphère de l'époque. Et donc, on a une archive climatique extraordinaire. Donc, on ramène ces carottes dans nos laboratoires et on mesure la quantité de gaz à effet de serre dedans. Alors, 3 mm sur 3500 mètres, on remonte jusqu'à près d'1 million d'années en arrière. Donc là, en partant, alors c'est un point en Antarctique, c'est plus global, mais l'atmosphère mélangeant les gaz à effet de serre assez rapidement, la teneur en gaz à effet de serre que vous avez ici, donc ça c'est le dioxyde de carbone, est assez représentative de l'ensemble de la planète. On le sait à l'époque. Donc vous voyez qu'on oscille entre des valeurs de 180 particules par million en volume, c'est l'unité de CO2, et des valeurs de 280. Alors pourquoi on oscille? Maintenant on le sait, c'est entre des périodes glaciaires où en fait il va y avoir peu d'activité biologique, donc moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et des périodes interglaciaires chaudes où là il y a plus d'activité et donc plus de CO2 dans l'atmosphère. Alors le dernier maximum glaciaire était il y a à peu près 20 000 ans. Aujourd'hui on est là. Alors oui, pardon, l'axe des... Nos collègues paléoclimatologues, ils ont un axe du temps étrange où on est zéro ici, on part dans le passé dans ce sens-là, un peu comme les collègues paléoclimatologues. Je vais y arriver. Paléontologues, voilà, merci. Et donc, ces alternances, ici on voit des cycles à peu près tous les 100 000 ans, et aussi aujourd'hui on sait que ces cycles glaciaires interglaciaires sont liés aux paramètres de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Encore une fois, la quantité de soleil qui arrive a un impact direct sur le climat. Alors là, vous êtes prêts? En 150 ans, donc le petit point qui est là, c'est 1850. En 150 ans, on est passé là. Et aujourd'hui, on est même à 407. Ici. Donc, en 150 ans, on a fait plus 40%. Des valeurs qui avaient, sur le dernier million d'années, sans doute même plus longtemps. Et ça, aujourd'hui, on sait très clairement d'où ça vient. C'est l'extraction de cette époque du Carbonifère, dont Sylvie nous parlait tout à l'heure, où tous ces fougères géantes, ces plantes se sont fossilisées, se sont transformées en charbon, pétrole et gaz souterrain. Et donc, on a commencé à extraire. Donc, vous prenez du carbone, vous le brûlez en combustion, et donc ça a été cette extraordinaire révolution industrielle qui a permis tout le progrès, on est au bout de ce progrès, de faire du carbone plus de l'oxygène, ça fait du dioxyde de carbone, et donc qui part dans l'atmosphère. Donc ça, aujourd'hui, c'est très clairement... Alors, donc cette vitesse, 150 ans sur cette échelle de temps, c'est l'épaisseur du trait. Et on revient à ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est la vitesse à laquelle qui arrive, où il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de la Terre. Il y a eu des moments dans l'histoire de la Terre où il y avait bien plus de dioxyde de carbone qu'aujourd'hui, mais il avait fallu des dizaines, voire des centaines de milliers d'années pour y arriver et pour en sortir. Donc cette notion de vitesse, elle est vraiment importante. Alors, vous me direz, bon, on voit
une corrélation entre, ça c'est la température en Antarctique et ça c'est la dioxyde, mais dans quel sens? Où est la causalité? Et ça a été, donc on a mené l'enquête pendant très longtemps. Alors déjà la première réponse est assez simple. Si on augmente la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on a vu tout à l'heure, on va réchauffer. Mais bon, c'est de la physique assez simple, qui s'écrit sur 3 équations sur une feuille. Il a fallu qu'on ait un peu plus d'indices pour quand même tirer la sonnette d'alarme, qui est une grosse responsabilité quand on est scientifique. On voit bien le bazar que ça met, si je puis dire. Donc on a mené l'enquête de plusieurs façons. Une autre façon, ça a été donc de faire des modèles numériques de la Terre. On représente toute la complexité que je vous ai décrite par des lignes de code informatique. Il y en a un que vous connaissez bien, que vous utilisez tous les jours, c'est les prévisions météorologiques. Elles sont basées sur un modèle numérique de l'atmosphère que Météo France fait tourner plusieurs fois par jour pour vous donner la météo à quelques jours. Donc là, on va aller bien sûr plus loin, faire des simulations de 150 ans, 1850 jusqu'à aujourd'hui, rajouter l'océan, rajouter les surfaces continentales, la croissance des plantes, la cryosphère, la chimie dans l'atmosphère, la biogéochimie, la vie dans l'océan. Ça devient des modèles extrêmement complexes. On est des équipes entières à développer ça. On est une centaine dans notre institut, de l'autre côté de la Seine, là, à Jussieu, à développer ces modèles. Donc on va faire des expériences où on va d'abord mettre que les sources de variations naturelles du climat. Donc les variations solaires et les variations de volcanisme. Alors à l'échelle de 150 ans, les gaz à effet de serre, naturellement, changent très peu. Ils ne changent pas beaucoup. Et donc, ici, vous avez en bleu un certain nombre de simulations, et en noir, notre courbe observée, de 1850 à aujourd'hui. Et vous voyez qu'on c'est pas parfait, mais on n'est pas très loin jusque dans les années 60-70. Par contre, on rate complètement cette augmentation ici. Et c'est uniquement quand on va rajouter l'effet anthropique, donc les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la déforestation, l'usage du sol qui change, les cultures, etc., qu'on va pouvoir reproduire cette augmentation. Donc ça nous permet de dire qu'en fait, on ne peut pas expliquer l'augmentation de température observée depuis les années 60-70 sans l'activité humaine. Et ça, à partir du moment où on se rend compte de ça, qu'on tire la sonnette d'alarme en disant attention, on est en train de faire une expérience grandeur nature sur notre planète qui n'a jamais eu lieu avant. Alors, je vous sens tous un peu... mais bon, voilà, c'est important déjà de le savoir, on s'en rend compte. Notre progrès extraordinaire qui nous a apporté aujourd'hui a aussi permis de développer la science pour se rendre compte de ça. Donc alors, maintenant, aujourd'hui, on est là. Alors ça, c'est une autre façon de voir ça. Peut-être que vous avez vu ce diagramme qui a été fait par un collègue à l'université de Reading, où ici, chaque barre, c'est aussi une anomalie de température. Et vous voyez que plus c'est rouge, plus ça se réchauffe. Aujourd'hui, on est là, 1 degré de réchauffement. Donc on voit les variations du passé, plus ou moins froides, des périodes un peu plus chaudes, etc. Et donc on est face maintenant à plusieurs scénarios. Alors un scénario, comme son nom l'indique, c'est se projeter dans l'avenir, c'est pas à l'avenir. Et donc on fait plusieurs scénarios, soit on continue, le scénario du laisser-faire, on continue à utiliser les énergies fossiles comme on le fait, ou la déforestation, avec la population qui augmente, mais aussi le niveau de vie qui augmente. On arrive à un réchauffement à la fin du XXIe siècle de 4 degrés. Soit on agit résolument, c'est l'objectif de l'accord de Paris, dont vous avez entendu parler, et on limite à 2 degrés. Alors, vous allez me dire 1 degré, 2 degrés, quand on a des variations de 15 degrés dans une journée, on chipote. Là, mais bon, prenez votre température à vous. Plus 1 degré aujourd'hui, c'est comme si vous aviez 38 de fièvre. 38 de fièvre, bon, les plus costauds d'entre vous vont décider qu'ils vont prendre le risque quand même de sortir parce qu'ils vont s'en sortir. Les enfants, on va peut-être quand même leur dire de rester à l'école, donc on commence à gérer le risque. 39, plus 2 degrés, plus 2 degrés, 39, là, il faut quand même rester à la maison et se soigner, ça devient sérieux. Plus 4 degrés, 41, si vous êtes encore en vie, vous êtes en réanimation à l'hôpital. Donc en fait, le climat, c'est pareil. Chaque demi-degré, chaque degré va multiplier la vulnérabilité, le niveau de risque. Et donc c'est pour ça qu'on est là à pinailler sur chaque degré, demi-degré. Alors tout ça pour dire qu'il faut tenir compte du climat dans les décisions qu'on va prendre, parce que suivant ce qu'on fait, ça n'a pas le même impact. Je vais y revenir. Alors je vais avancer un petit peu. Donc l'océan, c'est notre ami dans ce réchauffement climatique. Il absorbe 90% de la chaleur additionnelle liée à nos activités, et aussi 30% du CO2. Par son inertie, il absorbe ça, mais aussi ça a des conséquences. Ça a des conséquences d'abord sur le niveau de la mer, puisque de l'eau qui se réchauffe, elle se dilate, et donc ça fait monter le niveau de la mer. Une atmosphère qui se réchauffe, ça fait fondre la glace qui est posée sur les continents, donc les glaciers sur
sur les continents ou les calottes polaires. Et donc ça fait augmenter le niveau de la mer. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 15 cm de niveau de la mer global depuis 1900. Alors vous voyez la carte en dessous, c'est des répartitions, c'est l'évolution entre 1992 et 2014. Depuis 1992, on a des satellites qui nous mesurent la hauteur de la mer au centimètre près, un truc incroyable. Et donc vous voyez qu'il y a des variations régionales. Le Pacifique Ouest augmente, c'est déjà des eaux très chaudes, augmente plus que d'autres endroits. Et alors si on se projette, le scénario à plus de degrés nous emmène à une montée de la mer de 30 à 60 cm et plus 4 degrés, ça peut atteindre le mètre. Alors, vous me direz, bon, 50 cm, 1 mètre, ça va être lent, on va pouvoir s'adapter. Alors, une partie, c'est vrai, mais l'impact, c'est surtout sur les extrêmes. Une côte basse ou une île basse, qui aujourd'hui, la tempête centenale qui va faire monter le niveau de la mer de 2 mètres, elle arrive tous les 100 ans, c'est sa définition. Maintenant, si votre niveau moyen il est monté de 50 cm ou d'1 mètre, il n'y a plus besoin que d'une tempête moyenne qui va faire monter de 1,50 m ou d'1 mètre. Et donc, ça va arriver plus souvent. Donc l'impact, juste par ce changement moyen qui en soi pourrait être gérable, va rendre plus vulnérable aux événements extrêmes. Donc ça, et ça, on le voit pour les canicules aussi en ville. Voilà, c'est pas juste propre à l'océan. Ce niveau moyen qui augmente doucement rend un certain nombre d'écosystèmes plus vulnérables. On pourra reparler de ce qui s'est passé dans le sud-est de la France le week-end dernier. Pareil, c'est des événements qui deviennent plus fréquents, qui arrivaient dans le passé, mais qui deviennent plus fréquents parce que le seuil de vulnérabilité diminue. Alors, les espèces, le vivant, qu'est-ce qu'il fait face à ça? Toutes les espèces ne sont pas aussi adaptables que l'être humain. Donc des poissons ou des espèces en montagne vont se déplacer pour rester dans leur optimum climatique. Aujourd'hui, la plupart, en moyenne, les espèces se déplacent de 5 à 10 km par an vers les pôles, suivant les espèces. Et d'autres montent en altitude, en montagne, pour garder les mêmes conditions, s'ils le peuvent, bien sûr. Donc, l'océan, les continents nous fournissent de nombreux services et clairement, leurs changements ont un impact sur les écosystèmes et sur nous. Alors maintenant, la question, c'est que faire? Donc là, il y a 2 types d'actions. On pourra en reparler, je vais passer vite. D'abord, limiter nos émissions de gaz à effet de serre. On a bien compris que la source est là. Et aussi s'adapter. Donc ce qu'on appelle l'atténuation et l'adaptation, c'est peut-être des mots que vous avez entendus. Alors un exemple d'adaptation sur le niveau de la mer, on peut choisir soit de construire des digues, protection, ou de planter des mangroves dans les îles tropicales qui sont des protections aussi contre les événements extrêmes. On peut décider de changer le bâti. Quand on parle ici de modifier le bâti, alors c'est pas le bâti pour Paris ou pour des villes, mais enfin c'est construire en hauteur pour éviter la mer qui monte, de faire des cultures qui vont s'adapter au sel pour éviter les intrusions, que les intrusions marines tuent les récoltes. Mais ça peut aussi être l'abandon, le repli. Vous vous souvenez peut-être de cet immeuble à Soulac-sur-Mer qu'on a dû abandonner parce que le trait de côte s'en rapprochait dangereusement. Alors, là, j'en arrive un peu à la deuxième partie qui est plus ma vision de citoyen et à échanger avec vous. Le changement climatique, alors ça peut sembler étrange de la part d'un climatologue, mais clairement, ce n'est pas le seul défi. Si on prend juste les objectifs de développement durable, il y a aussi la biodiversité, on en a parlé, mais la pauvreté, les inégalités, l'accès à l'eau potable, il y a de très nombreux défis. Et donc, il n'y a pas que le climat. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand vous disiez le mot urgence climatique, me pose problème, parce qu'une urgence, ça suppose que tout le reste n'est plus urgent. Voilà, alors on peut en discuter, c'est pas sûr que tout le reste ne soit plus urgent. Pardon, je vous coupe juste un tout petit instant parce que on a très envie d'entendre toutes ces questions d'urgence et je ne veux pas agir dans l'urgence, mais je sais que pour qu'on puisse avoir bien le temps de terminer cette discussion, vous parlez de deuxième partie, alors on avance. On avance. Non, je vais vite, vous avez raison. On en reparlera, les scientifiques n'ont pas la solution, même pas sûr qu'il y ait une solution ou des solutions, ça on va y revenir. Les types de risques. Bon, juste pour dire qu'on peut voir ce problème par type de risque qu'on est prêt à accepter. Il y a différents types de risques, un environnement dégradé, des crises de plus en plus graves à gérer, un legs aux générations futures qui peut-être devront recourir à des solutions soit de géo-ingénierie, soit en sortant de systèmes démocratiques, etc. Ou des transitions trop rapides pour nos systèmes économiques, financiers, pour nos cultures. On voit ces débats. Mais tout ça pour dire que le niveau de risque acceptable, ça vient d'une élaboration collective. Et vraiment, ça va être le message. On a besoin de faire ce travail collectif.
Un exemple en Nouvelle-Aquitaine où cette appropriation s'est faite pendant de nombreuses années avec beaucoup d'acteurs de terrain pour voir ce que ça voulait dire pour eux, quels étaient les enjeux locaux et comment on pouvait décider. Donc cette appropriation, autre exemple, la Convention citoyenne pour le climat ou le Grenelle de l'environnement à l'époque, tout ça c'est des exemples où on a besoin de façon dépassionnée de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est important, quel niveau de risque on est prêt à accepter et ensuite qu'est-ce qu'on fait. Et donc les scientifiques ont un rôle à jouer, mais de conseil, d'expertise, encore une fois, ce n'est pas eux qui ont la solution. L'éducation fondamentale, on pourra y revenir si vous avez des questions. On travaille beaucoup, nous, avec des éducateurs pour apporter ces connaissances et développer l'esprit critique, rendre acteurs les jeunes. C'est vraiment d'éviter cette angoisse de l'avenir qui peut être terrible. Alors, le dernier point que je voudrais faire, c'est est-ce que le changement climatique, est-ce que c'est un problème à résoudre? Et en fait, moi, je suis de plus en plus convaincu que ce n'est pas un problème à résoudre. C'est quelque chose comme les droits de l'homme ou la démocratie. Il n'y a pas une solution, un bouton magique où ça va marcher, on va trouver la solution. C'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre façon de vivre, dans notre façon de réfléchir à ce qu'on veut et ce qui est important. Quel récit, quelle valeur? Et une façon de faire, c'est à travers des mythes. Par exemple, une façon de voir, ce serait le mythe du paradis perdu. Le retour à la nature, on en parlait tout à l'heure, de revenir à des choses, c'était mieux avant. C'est un mythe qu'on entend. Et dans le mythe, pour moi, il n'y a pas de connotation négative, c'est juste une vision du monde qui est tout à fait respectable. Mais il y en a souvent qui se télescopent. Une autre, c'est l'apocalypse, la fin du monde, la collapsologie, et qui est quelque chose de connu. Dès qu'on est face à une transition, la fin du monde va arriver, tout va s'écrouler. Voilà, c'est aussi un mythe, l'horloge des physiciens, minuit moins 3 secondes, etc. L'autre, c'est le mythe de Babel. La construction, cette fierté de l'humanité, de tout ce qu'elle développe, de vouloir construire une tour, être à l'égal des dieux, mais évidemment ça ne marche pas, elle s'écroule, donc il faut être humble. Ça peut mener au scientisme, la science va tout résoudre, on va trouver des solutions technologiques. Donc c'est aussi un prisme par lequel voir ces problèmes. Et le dernier, c'est la célébration du jubilé, l'instinct de justice. On l'a bien vu, les citoyens, les 150 citoyens, ils avaient une mission de réduire les gaz à effet de serre, mais dans un esprit de justice sociale. Donc le jubilé, c'était, peut-être vous vous en souvenez, c'est tous les 50 ans, on remettait les terres à tout le monde, on enlevait, il n'y avait plus d'esclaves. Voilà. C'est des visions peut-être plus occidentales de mythes, mais dans chaque civilisation, il y a ces mythes qui sont un peu plusieurs façons de voir le problème. Et en fait, quand on voit les réactions des gens dans la société face aux défis climatiques, ça va être un peu de celui-là, un peu de celui-là, un peu des deux, mais c'est juste, c'est pas forcément les mêmes, et ils ne sont pas forcément bons ou mauvais ou antagonistes, c'est juste des façons différentes de voir. Et donc, tout ça pour finir que cette opportunité, pour moi, c'est vraiment une opportunité de reconsidérer l'avenir. Et de façon plus large, ce n'est pas juste un problème à résoudre dans un coin, c'est un véritable défi qui est posé, mais aussi une opportunité pour qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est quoi le projet de l'humanité, c'est quoi cette notion, cette séparation culture-nature, est-ce que ça fait sens, est-ce qu'on peut continuer. Et donc pour dire que cette vision qu'on avait de la Terre vue de loin, qui nous donne un peu une position en dehors, en fait on est complètement dedans, on est à l'intérieur de réseau, on fait partie de ce système Terre, on n'en est pas, on ne le regarde pas comme un objet à notre disposition dans lequel on ne serait pas. Et je pense que cette vision, elle est vraiment importante, elle a changé énormément. Donc voilà, élaborer un nouveau récit collectif. Je vais finir en disant la façon la plus sûre de prévoir l'avenir, ça reste encore de l'inventer. Merci. Et à nouveau, j'appelle nos intervenants à revenir, nous rejoindre. Merci beaucoup, Éric Giliardi, pour cette présentation tout aussi passionnante que la précédente et qui nous interroge aussi beaucoup. Peut-être juste un point pour préciser sur ce qu'on venait de voir à l'instant, cette question du mythe. Pour être bien sûr de comprendre le mythe, ça vous effraie un peu parce qu'on passerait à côté de l'opportunité dont vous parlez, c'est ça ? Non, ça ne m'effraie pas. Pour moi, c'est une façon d'abord de dédramatiser les débats qu'on a dans la société, où parfois on a l'impression qu'on a des antagonismes très forts, alors que c'est juste des visions du monde et des valeurs différentes qui sont toutes respectables. Et souvent de s'antagoniser sur différentes visions, pour moi on perd de vue le fait que le problème n'est pas là, le problème est de se mettre ensemble, de discuter, de faire de la politique dans le sens premier du terme, de savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre société. Donc je pense que si on passe le débat à ce niveau-là, on va pouvoir mieux avancer
que de dire il y a les bons, les méchants. Voilà, c'est une façon. Et en fait, pour moi, bon, pour la petite histoire, depuis 15 ans que je fais ou même plus, que je fais des présentations en public, j'ai toujours eu du mal à comment je finis mes présentations en public. Au début, on sortait de mes présentations, on disait bon bah c'est fichu, hein, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête et voilà, c'est l'apocalypse. Ensuite, j'avais 20 000 questions sur qu'est-ce qu'on fait. Alors moi, en tant que scientifique, j'étais un peu embêté, j'avais l'impression de parler au-delà. Et donc cette façon de terminer, pour moi, c'est aussi de dire, bah voilà, ça appartient à chacun d'entre nous, et ça dédramatise en mobilisant, j'espère. Voilà. C'est à vous de me dire si ça marche. Hein. Écoutez, ça dédramatise peut-être un peu. Pour la mobilisation, on va se tourner vers votre voisin de droite. Alors.